Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais voir avec vous un panorama des informations autour de l'intelligence artificielle. Globalement, on va retracer les plus grandes actualités autour de l'IA qui ont comme ça jalonné l'année 2025. Nous sommes donc au mois de décembre 2025 et donc on approche la fin d'année. Il était donc essentiel pour moi de faire un petit récapitulatif des informations autour de l'intelligence artificielle et bien sûr de vous donner également, avec mon point de vue d'expert et d'ingénieur IA, quelques recommandations en tout cas qui pourraient vous aider dans votre soit reconversion ou soit dans votre apprentissage de l'intelligence artificielle et d'avoir donc des compétences très essentielles là-dessus pour l'année 2026. Donc si cela vous intéresse déjà, vous pouvez liker, abonnez-vous et partager massivement cette vidéo. On va commencer tout de suite. Donc la première information, si on se remémore un peu le contexte de l'époque, on va dire, si on rentre en arrière, à peu près, il y a de cela un an déjà, et voire même un peu encore plus, hein, mais il y a eu cette année 2025 la bataille des modèles. Il y a eu donc GPT-5 qui est sorti en août. Vous avez vu justement avec la présentation de Sam Altman et ses équipes chez OpenAI. Anthropic également qui a lancé Opus, donc Claude, Opus. Gemini, dernièrement, effectivement, où on a vu la version Pro. Et Grok aussi au mois de juillet. Donc, cette bataille, justement, des grands modèles de langage, donc de ces géants-là en particulier. Par contre, il y a un petit bémol, Mistral, donc entreprise française, start-up française, qui malheureusement, je pense que Mistral, bon, c'est mon avis, hein, ça ne regarde que moi. Une fois de plus, malheureusement, je pense que la France, le gouvernement français, l'État français, de par son incompétence, du fait de ne pas comprendre les enjeux de technologie, risque de laisser, d'abandonner, je dirais plutôt même, d'abandonner Mistral face aux géants américains, parce que les géants américains, il faut le dire, sont un rouleau compresseur. Donc là, aux États-Unis, on a eu évidemment cette bataille féroce de nouveaux modèles, Grok, Claude, on a eu GPT-5, effectivement. Mais Mistral, bon, le chat, ils ont quand même amélioré, on va dire, cette version de Mistral. Sauf que par rapport aux géants américains, vous savez, la bataille également autour des modèles LLM, c'est aussi une bataille médiatique. Donc, pour exister, d'abord, dans cet écosystème d'intelligence artificielle, de start-up, de géants, il faut d'abord frapper très fort d'un point de vue médiatique. Et les Américains, on peut tout leur reprocher, mais à ce niveau-là, ils savent si bien faire. Donc, petit bémol pour Mistral. Toujours est-il que donc, cette bataille, évidemment, de grands modèles, nous bénéficie en tant qu'utilisateurs et en tant que chercheurs et en tant que salariés, parce que là, on va maintenant pouvoir tester plusieurs approches, tester plusieurs capacités, ce qu'ils appellent les capabilities, et voir dans quelle mesure d'autres business use cases pourraient émerger. C'est surtout ça l'élément clé qu'il faudrait retenir, parce que qui dit choix de plusieurs modèles, de grands modèles de langage ou plusieurs IA, veut donc dire que le coût justement d'accès, l'accessibilité devient quand même une commodité à ce niveau-là. Et c'est une très bonne chose parce que ça permet de diversifier, de différencier la demande et l'utilisation. Donc la course tout à fait autour de ces grands modèles de langage a été une course en fait très très féroce et excellente. Et donc, en termes de benchmark, on voit bien comme ça que les capacités de l'IA sont en train de, enfin, ont augmenté à ce niveau-là. Peut-être qu'on attend d'autres modèles, d'autres innovations, mais pour l'heure, les tendances vont dans le sens où on est en train la hype est en train de descendre et voir peut-être une nouvelle innovation pop-up d'ici peut-être dans les 3-4 mois à venir. Ça ne risque pas d'arriver d'ici tôt, mais toujours est-il que déjà on a quand même vraiment été très très loin dans l'innovation. Donc cela vous donne, comme je disais, le choix de tester plusieurs idées, plusieurs business use cases, et donc également aussi d'avoir le choix évidemment de s'abonner à différentes offres.
En plus de ça, maintenant, deuxième actualité, donc là, globalement, c'était les géants américains dont on parlait, puisque ce sont eux qui dominent cette bataille de l'IA. Et on a eu l'irruption de DeepSeek et donc des modèles chinois qui ont vraiment fait sensation. Ces modèles-là, DeepSeek notamment, en fait, l'idée globale, ce qu'il faudrait retenir ici, c'est que les Chinois sont venus avec l'idée de nous dire en fait que on peut faire la même chose et voire plus en termes de qualité, en termes de capacité, avec beaucoup moins de coûts. Donc, pour très peu, on va dire, de coûts balancés à travers la fenêtre, parce que évidemment que les Américains, ces startups OpenAI, etc., engrangent énormément de milliards et milliards de dollars. Et derrière, c'est un aspect business. Hein. Donc, n'oubliez jamais cela. Ça en fait partie du business. Les Chinois sont venus avec cette optimisation de dire en fait que je peux faire la même chose qu'un ChatGPT 3, 4 en termes de qualité, d'accord, mais avec une architecture beaucoup plus optimisée et donc des coûts très peu utilisés. Ça, c'est vraiment l'irruption de DeepSeek et ça a vraiment séduit les investisseurs dans le monde entier. Aujourd'hui, on a, alors d'après les chiffres, si je regarde ici, certains disent en fait que DeepSeek a utilisé uniquement 6 millions de dollars en termes de coûts et développement. Bon, ça c'est ce que les Chinois ont annoncé. Donc, vous pouvez grosso modo à peu près aller aux alentours de 10 millions à peu près. Dans tous les cas, ça ne change rien à la démonstration, à l'idée que pour moins que ce que OpenAI a mis dans la caisse pour pouvoir créer un modèle 4, voilà, le modèle des Transformers 4, GPT-4, DeepSeek en a dépensé beaucoup moins. On a eu aussi la version de DeepSeek 3.2 qui a été améliorée. Et justement, cette version-là a fait sensation parce que elle a été capable, elle a le niveau d'un médaille d'or d'Olympiade de mathématiques mondiale. Et ça, clairement, c'est une prouesse que la Chine est en train de démontrer. Et particulièrement, justement, quand on parle de la bataille d'intelligence artificielle, des intelligences artificielles entre la Chine et les États-Unis. Alors, il y a deux camps. Il y a ceux qui pensent que les États-Unis ont encore un avantage significatif par rapport à la Chine. Et puis, il y a d'autre côté, un autre camp qui pense que la Chine a sans doute dépassé les États-Unis, mais que comme on n'a pas encore assez d'informations, c'est un peu assez opaque à ce niveau-là par rapport aux informations, pour ceux qui vivent en Occident. Les informations venant de Chine, on en a très peu, mais contrairement ou comparé aux informations venant de la Silicon Valley, des États-Unis. Mais au vu de ce que la Chine, par exemple, de son écosystème de start-up à Shenzhen, par exemple, de ce qu'elle est capable de démontrer, de ce qu'elle a été capable de suggérer dans les esprits des gens concernant d'autres technologies qu'elle possède et qu'elle maîtrise bien, par exemple, au niveau des véhicules électriques, etc., des procédés, des processus. D'autres experts pensent véritablement et sans doute que la Chine a déjà dépassé les États-Unis, même sur cette bataille de l'intelligence artificielle. Simplement, on n'a pas encore d'informations tangibles là-dessus qui nous vient de la part de la Chine. Et sans doute aussi, c'est peut-être une stratégie du pouvoir chinois communiste pour masquer comme ça son avancée en douceur. Et pour prouver ou bien pour bien appuyer cette thèse-là, c'était de mettre en avant l'idée que la Chine, évidemment, comme la Chine possède par exemple tous les processus ou bien la grande puissance de feu sur la partie des métaux, enfin les terres rares et d'autres technologies. Derrière cela, on parle en fait de la question énergétique. Sur la question énergétique, vous le savez déjà que ces modèles-là sont assez très gourmands, les modèles d'intelligence artificielle. Donc, fait tourner des data centers, donc Amazon, les trois géants américains, hein, du cloud, AWS, Google et Microsoft. Ces géants-là ont besoin effectivement de RAM pour pouvoir faire tourner ces machines-là qui sont énergivores. Et quand on regarde comme ça dans une perspective d'avenir,
En termes de coût d'énergie, la Chine semble être devant par rapport aux États-Unis, par rapport au monde occidental, sur la production d'énergie et la quantité, surtout le stockage. D'où pourquoi aussi des tensions géopolitiques comme ça essayent d'émerger et d'être en corrélation avec ces éléments-là, parce que justement certains disent que le fait que Donald Trump veuille arrêter tout de suite la guerre, le conflit en Ukraine, c'est aussi lié évidemment au fait que les États-Unis veulent se concentrer sur eux-mêmes, et donc qui dit se concentrer sur eux-mêmes, donc dit que les États-Unis veulent rester maîtres de leur énergie, parce que c'est un coût. Et de l'autre côté, vous voyez bien que les États-Unis veulent aussi mettre en contribution l'Europe pour que l'Europe puisse acheter des armes de défense américaines, mais pour que la machine américaine, tout son complexe militaro-industriel, bon, je pense que vous savez déjà, doit tourner avec une vitesse assez autonome. Et cela demande en fait beaucoup d'argent et beaucoup de ressources énergétiques. Et donc les États-Unis sont comme ça aujourd'hui en passe de vouloir arrêter cette guerre en Ukraine parce que ça leur coûte déjà très cher. Il faut faire tourner les porte-avions, bref, toute cette machinerie américaine qui est lourde et se concentrer uniquement sur le seul ennemi, la Chine. Donc, pour en arriver à ce niveau-là, il faudrait que les États-Unis soient en mesure de se dire que nous ayons notre énergie ou bien une énergie assez puissante et suffisante, surtout comparée à la Chine, où on voit bien que l'extension ou l'influence de la Chine s'étend au fur et à mesure comme ça dans le monde entier, dans le monde du sud global, les BRICS, et également un peu partout en Afrique, etc. Donc, la question énergétique est une problématique à surveiller, et la Chine aujourd'hui, en tout cas, a la maîtrise sur cet élément bien particulier, sur ces technologies, surtout dans sa transformation. Quand on parle d'énergie, vous comprenez derrière la quantité suffisante et capacité à transformer aussi rapidement pour pouvoir créer de la valeur et de créer donc des services et des produits associés à cela. Je vais continuer. Donc, il y a eu l'éruption de DeepSeek. Derrière cela, je viens de vous donner les conséquences et les implications qui vont avec. Simplement aussi, pour continuer dans la logique, on a eu maintenant, aujourd'hui, ce que l'on appelle les agents autonomes. L'IA agentique. Donc, tout ce qui est capacité pour l'IA de percevoir son environnement et d'agir en conséquence par rapport aux données de perception. Donc, l'agent intelligent, ici, c'est vous rajoutez la différence près par rapport au LLM, c'est qu'ici, maintenant, un agent va être une IA qui va être déployée dans un environnement bien précis. Sa capacité et ce que l'on recherche en priorité chez l'agent intelligent, c'est de comprendre son environnement. Si vous êtes dans un environnement physique, donc ça peut être un robot, donc un robot qui va être en mesure de scanner son environnement, de comprendre tous les éléments qui l'entourent et d'agir en conséquence par rapport aux actions qu'on lui aura fournies comme ordre d'exécution. Et si vous êtes dans un environnement virtuel, on va dire des agents logiciels, le principe reste le même. Simplement, l'environnement reste ici maintenant l'ensemble des paquets de données que l'agent intelligent devra être en mesure d'analyser, les données de toutes formes, différents formats, de comprendre ce qui est à l'intérieur, leur contenu, et d'agir, de proposer des actions de sortie ou des informations par rapport aux analyses effectuées sur la perception des données d'entrée. Ça, c'est derrière, vous avez le travail des ingénieurs machine learning, des data analystes, des data engineers pour structurer la donnée et comprendre les potentialités, formes, en fait, diverses formes des données d'entrée. De toute façon, les agents intelligents ont fait leur éruption également dans le monde de l'IA parce que aujourd'hui, dans le monde de l'entreprise, on recherche également, de par la complexité du traitement d'un certain nombre de tâches, on voudrait que l'agent soit en mesure de s'adapter en fonction de son contexte, notamment du contexte de l'entreprise en question. Si vous prenez par exemple le contexte au niveau, vous prenez une compagnie d'assurance ou bien une banque, le fait par exemple de résilier un contrat ou de
de déclarer un sinistre, un agent intelligent pourra être en mesure, en fonction des données d'entrée qui représentent la déclaration d'un sinistre, de les comprendre et donc de déclencher par conséquent la fiche, le formulaire des déclarations d'un sinistre, effectuer cette tâche. De même, ou effectuer un remboursement de paiement. Bref. Mais tout cela derrière, l'agent intelligent doit être autonome en fonction des données d'entrée de lecture, exécuter la tâche en question, ou bien de passer, de recevoir des ordres d'un orchestrateur qui va être en mesure, comme ça, de dispatcher à plusieurs agents intelligents, à ordonner à chaque agent intelligent d'agir en fonction du principe clé qu'il y aura, ou de ce qu'on parle de fonction autonome qui lui aura été assigné. Ça, c'est donc un champ qui est toujours en progression, c'est une compétence que les entreprises recherchent de plus en plus. Pour celles et ceux qui voudraient se lancer dans l'IA, bien sûr, vous pouvez avoir de la documentation là-dessus et évidemment vous informer. Mais c'est très essentiel comment concevoir des architectures AI agent. Donc, vous avez un événement déclencheur. Par exemple, donc je prenais un exemple sur une compagnie d'assurance. On va dire c'est la donnée d'entrée. Cet événement-là va être décomposé ou analysé, compris par un orchestrateur. Cet orchestrateur maintenant va, en fonction de l'intention qui sera détectée dans cet événement-là, dispatcher l'ordre au bon agent. L'orchestrateur, comme ça, s'assure s'assure de la communication entre plusieurs agents. Et à la fin, vous avez, une fois l'agent ayant exécuté la tâche en question, vous pouvez rajouter un LLM, donc une IA, un grand modèle de langage, qui pourra maintenant fournir une réponse par rapport aux données de l'entreprise, de la politique de confidentialité de l'entreprise, des règles de gestion de l'entreprise, pour que l'utilisateur puisse avoir sa réponse de manière adéquate, sans qu'un humain n'ait trop à agir dans tout ce processus-là. C'est justement le but d'avoir et de déployer des agents intelligents en production. Bref, je vais terminer, je crois, avec deux autres informations. Maintenant, on a de plus en plus comme ça aussi la bataille entre les IA open source et propriétaires. Donc, avec quel modèle se tourner. Dans tous les cas, comme je disais, je pense qu'aujourd'hui, vous utilisez sans doute déjà 2 ou 3 modèles d'intelligence artificielle. Essayez un modèle, essayez d'être très bon avec un seul modèle. C'est déjà pas mal, en tout cas, ça vous donne déjà une très bonne idée parce que globalement, vous allez retrouver la même logique de part et d'autre. Et après, vous pourrez comme ça, en fonction de vos usages, si vous voulez du texte, des images, de la vidéo, de la voix, il y a des IA, des modèles propriétaires différents pour ces différentes catégories, mais également tester d'autres modèles open source. Donc, ça vous permettra d'installer des modèles sur votre machine, de tester par vous-même et de voir la capacité de ce que cela peut apporter. Donc, pour finir avec cette information, l'IA est en constante évolution parce que des investissements aussi sont toujours en cours. On a notamment donc, aux États-Unis, Amazon, donc le projet Stargate Amazon, qui a annoncé à peu près 105 milliards de dollars d'investissement. Google, 75 milliards. Meta, 14 milliards pour acquérir 49% de Scale AI. Donc, c'était une start-up. Et on a eu l'annonce, on attend de voir du concret là-dessus. Le projet Stargate de Trump, qui est autour de 500 milliards de dollars pour la construction des data centers un peu partout dans le territoire américain. En Europe, on a eu l'IA Act, un peu comme l'équivalent du RGPD, à peu près. Mais ça reste toujours à évaluer parce que jusqu'à présent, puisque l'IA est toujours en chantier, en bouleversement, en constante évolution, pour l'instant, l'IA Act reste encore à tester et à voir si cela va véritablement avoir des vrais effets, je précise bien des vrais effets sur le long terme, pas uniquement des annonces de buzz et de censure, en fait, comme ça, pour certains, évidemment, de la recherche et de l'information générale. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là.
Et oui, peut-être pour terminer, si vous souhaitez acquérir des compétences et de la transformation du travail autour de l'intelligence artificielle, comme je le dis toujours, bien sûr que tout est en ligne, bien sûr, tout est en ligne. Vous avez tout à votre disposition. Simplement, excusez-moi, il faut maintenant s'investir dans l'acquisition de la compétence, dans l'acquisition des connaissances. Pour cela, soit vous pouvez me contacter, ou soit vous pouvez, quand vous travaillez par exemple avec ChatGPT ou Claude, vous essayez de structurer un prompt. Une fois de plus, si vous ne savez pas comment taper un prompt, vous pouvez me contacter. Vous essayez de structurer, je vous donne la démarche en tout cas pour que vous puissiez exécuter cela par vous-même. Vous essayez de structurer un prompt comme un tuteur pour que l'IA puisse agir comme un professeur, de manière à ce que les informations sorties soient des informations thématiques qui vont vous renseigner sur chaque compétence à acquérir. Maintenant, la seconde étape va consister à comprendre, à exécuter chacune de ces étapes-là. Vous pouvez donc aller acheter des livres. Moi, je préconise toujours la voie, pas le livre en fait. Alors, pas le livre les livres pratiques, pas uniquement de la lecture littérale, bien que ce soit intéressant. Si vous êtes au début de l'apprentissage de l'intelligence artificielle, si tous les thèmes du style qu'est-ce qu'un agent intelligent, qu'est-ce qu'un LLM, comment entraîner un LLM, le machine learning, data scientist, bref, si tous ces mots-clés-là ne vous parlent pas, bien sûr, vous commencez par déjà taper la définition sur un LLM ou sur Google. Mais après cela, si vous voulez passer à l'étape supérieure et acquérir véritablement des compétences d'ingénieur ou de quelqu'un, disons, qui va travailler sur un projet d'intelligence artificielle, il va falloir mettre la main dans le cambouis et commencer à programmer, à créer un agent intelligent ou à mettre sur pied véritablement une IA qui va être capable de répondre spécifiquement sur une thématique bien donnée. Et donc pour cela, une fois de plus, vous achetez un bouquin pratique que vous allez suivre comme un guide jusqu'au bout et tester par vous-même. Il y a des tutos en ligne, ce sont bien sûr sur des pages payantes, libre à vous en fonction de votre jugement d'information. Mais d'un point de vue début d'acquisition des connaissances, de compréhension déjà de cet écosystème, vous pouvez déjà utiliser donc le prompt engineering. Ça aussi, c'est une compétence à avoir. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans un prompt? Comment structurer un prompt? Bref, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais toujours est-il que vous pouvez déjà commencer à votre propre niveau si vous avez la motivation nécessaire pour pouvoir y arriver. Je vais m'arrêter là. J'espère que ça a été très bien concis et que cela a été bénéfique pour vous. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si cela a été intéressant, évidemment, mettez un pouce, likez, abonnez et partagez. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle compréhension des enjeux autour de l'intelligence artificielle. Merci de m'avoir suivi et je vous dis au revoir. À la prochaine.